Merci de m'accueillir pour cet après-midi de présentation des activités de la rentrée de l'UDA. Donc, je m'appelle Dominique Collin, ça vient de vous être dit, philosophe et théologien et formateur donc à l'UDA et très heureux donc de participer à cette aventure commune qui est une aventure de pensée, d'interrogation, de découverte, de formation personnelle. Et tout ça, on peut le vivre dans un esprit de liberté, un esprit aussi sympathique à l'intérieur de chacune des activités qui vous sont proposées pendant cette année. Et donc, Laurence m'a demandé de vous présenter plus spécifiquement en ce début d'après-midi ce nouveau concept, si l'on veut, qui est une expérimentation, appelons-le aussi un laboratoire, et qui donc s'intitule Échange et réflexion. De fait, en donnant des formations ici à l'UDA, je me suis rendu compte de quelque chose qui vous est apparu aussi évident si vous en suivez, ici ou ailleurs, c'est que si une formation, un cours, un enseignement est nécessairement une conversation, c'est-à-dire un entretien, cette conversation, elle est donnée par quelqu'un qui en fait un monologue. Et ça, c'est celui qui enseigne. Donc, il vous présente un cours qui est une conversation. Dans quel sens je l'utilise? Ça veut tout simplement dire que quand on enseigne quelque chose, c'est que l'enseignant lui-même, il est interrogé par la matière qu'il a envie de transmettre. Et non seulement il est interrogé par la problématique qu'il a envie de partager, mais il est en conversation lui-même avec d'autres enseignants, spécialistes, formateurs. Il est aussi en dialogue, bien entendu, avec des auteurs, c'est-à-dire avec des livres. Et ça me permet de vous rappeler une petite chose qu'il est toujours bon d'avoir à l'esprit. Un formateur, un enseignant, à quelque niveau que ce soit, donc à l'université et a fortiori à l'université des aînés, est quelqu'un qui ne sait pas davantage que vous. Donc ce n'est pas quelqu'un qui sait plus ou qui sait mieux. Il y a une seule différence qui fait de l'enseignant quelqu'un qui a une autorité et une autorisation à vous parler, c'est que dans un certain domaine, il a lu plus de livres que vous. Donc c'est ça un enseignant, c'est quelqu'un qui a lu plus de livres. Et s'il a lu plus de livres, c'est que lui-même a été interrogé par ce qu'il a lu et qu'il essaye de vous en transmettre quelque chose qu'il a essayé de s'approprier, c'est-à-dire de faire sien. Ça, c'est l'art de l'enseignement. Je reçois donc des choses qui me travaillent et j'en fais, j'allais dire, comme la nourriture, un métabolisme, et j'en sors quelque chose qui m'est propre, mais qui est nourri par tout ce que j'ai lu, et j'en fais un échange, un partage, et j'essaye d'enrichir votre réflexion, votre pensée interrogative, votre curiosité, votre intérêt, et même aussi votre plaisir. Donc si un enseignant est quelqu'un qui a juste lu plus de livres, quand il enseigne dans un cours tel qu'ils vous sont proposés, et dans n'importe quel domaine, donc pas seulement dans les domaines de la philosophie ou de la théologie qui sont les miens, mais un enseignant, un formateur en géopolitique, même en physique, etc., est quelqu'un qui s'entretient avec tout ce qui contribue à l'enrichissement de sa pensée, mais quand il vous parle, il fait un monologue. Et ça, c'est à la fois une limite et une condition de l'enseignement, mais c'est aussi une petite frustration. Alors, évidemment, il y a des enseignements qui laissent plus la part à des échanges, mais quand on a peu d'heures, et vous savez que les formations sont ici ramassées en quelques heures, quand on a peu d'heures, c'est difficile de laisser la part qui devrait être une part essentielle de tout enseignement, c'est comment vous l'entendez, comment vous la recevez, comment vous en faites quelque chose, comment ça vient travailler quelque chose quelque part en vous. Et ça, je le redis malheureusement, mais c'est inhérent donc à toute formation, on n'a pas nécessairement ni le temps, ni les conditions de lieu, ni le contexte qui permet à chacun de pouvoir reprendre la parole, faire une reprise de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a éventuellement modifié son jugement, de ce qu'il a confirmé, de ce qu'il a autorisé, mais aussi parfois de ce qu'il a un petit peu mis dans le désarroi, parce qu'il y a des enseignements et des formations qui laissent certaines personnes dans ah, je croyais savoir et puis je sais plus, ou ah, j'ai tellement appris des choses que je ne savais pas que je ne sais plus très bien comment me situer par rapport à ceci ou cela. Tout ça, on ne peut pas le faire nécessairement pendant un cours.
Donc, l'idée était de trouver un moyen, c'est-à-dire un autre rendez-vous, dans un contexte différent, qui n'est plus celui de l'enseignement, et où il serait possible, après un cours, c'est-à-dire après l'intégralité d'une formation donnée, de laisser le temps aux auditeurs, aux participants, de s'approprier le cours pour venir faire une demi-journée de reprise. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, puisque la particularité pour cette année, c'est que je suis un petit peu le Kobe de cette expérimentation. Ça veut dire que si vous vous inscrivez, vous serez vous-même aussi un petit peu les Kobe, mais c'est très bien parce que c'est un laboratoire et on va voir si ça répond d'abord à une demande. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir une demi-journée après une formation pour venir échanger, partager, poser vos questions, voir comment vous vous situez, et donc voir si ça répond, et puis voir si la formule, si la méthode, si le contexte, je vais y revenir, permettent de faire ça avec plaisir et intérêt. Et donc, ce que je vais donc maintenant vous expliquer en quelques mots, mais bien entendu, gardez déjà aussi vos éventuelles questions d'élucidation et des questions pratiques pour dans quelques instants, et j'y répondrai si je peux, ou Laurence, je ferai appel à mon joker. Je vais donc assurer, pendant cette année académique qui s'ouvre, je vais assurer 4 cours qui seront donnés à Louvain-la-Neuve et à Woluwe. 4 cours, 2 qui sont plutôt dans le domaine de la philosophie et 2 qui sont plutôt dans le domaine de la théologie. Et je vais commencer par la philosophie. Il faut que je vous explique un tout petit peu, même si vous n'êtes pas venu pour une présentation de mes cours, je vais quand même dire en quelques mots ce qui est annoncé, ce qui est au programme, éventuellement pour vous donner un petit peu d'appétit, et surtout pour vous dire l'intérêt qu'il y a de faire une démarche de reprise à la suite de ces cours. Le premier cours en philosophie que je vais donner, qui fait 10 séances, c'est un cours d'histoire généalogique de la philosophie. Histoire généalogique de la philosophie. Je sais, ça fait un peu peut-être massif, un peu cérébral, mais je voudrais d'abord redire ceci. Tout le monde est philosophe, même sans le savoir. Et si vous avez donc quelques angoisses ou quelques méfiances ou quelques, j'allais dire, philosités ou même parfois quelques urticaires par rapport à la philosophie et les philosophes, vous pouvez laisser ça tomber. La philosophie, c'est un art plaisant et très stimulant qui consiste à se poser des questions et surtout qui consiste à se poser des questions qu'on ne se pose pas toujours. Donc c'est une sorte de loisir de la pensée qui permet de s'approprier des grandes questions et qui sont des questions universelles et qui sont des questions qui concernent chacun dans sa vie. En tout cas, la conception que j'ai de la philosophie, c'est une conception existentielle. Donc on peut certes faire des grands discours, mais le plus intéressant en philosophie, c'est de revenir sur sa propre expérience et de la nourrir avec un regard à la fois avec un peu de distance, mais aussi avec un peu d'interrogation. Et de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui se joue dans la vie des êtres humains? Et ça oblige en fait les philosophes, comme je le dis souvent, à être des apprentis détectives. Il faut, pour retrouver presque le goût de la philosophie, revenir à l'âge des enfants qui aiment bien jouer aux détectives, aux policiers. Un philosophe, c'est quelqu'un qui mène une enquête. C'est-à-dire, il a d'abord une énigme. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Par exemple, qu'est-ce que vient faire la mort dans la vie? Pourquoi faut-il mourir? Ou pourquoi la vie, c'est essentiellement, et pour tout le monde, c'est se réjouir et souffrir. Pourquoi faut-il souffrir dans la vie? C'est pourquoi y a-t-il le mal dans le monde? Mais c'est aussi, c'est quoi la joie? Est-ce que c'est différent du bonheur? C'est la tristesse, c'est de la mélancolie ou c'est autre chose? C'est quoi l'angoisse? C'est quoi le désespoir? C'est quoi l'espérance? Mais c'est aussi des questions par rapport à la société. Un philosophe, il se dit, mais finalement, les démocraties, elles sont un peu fragilisées, mais c'est quoi l'idéal démocratique? C'est quoi l'idée d'une démocratie? Ou quand il y a des conflits dans le monde, c'est quoi la paix juste? Et pourquoi faut-il, à un moment donné, que les hommes se battent? Enfin, toutes ces questions. Et mille autres qui touchent donc soi-même vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, de l'actualité, et aussi des grandes questions
Est-ce qu'on est libre? Ça veut dire quoi la liberté? Toutes ces questions sont, pour les philosophes, comme des énigmes pour les enfants. Le but, ce n'est pas nécessairement de les élucider complètement, mais c'est de continuer le jeu, d'aller voir ce qui se passe du côté de ces énigmes, parce que c'est passionnant d'aller creuser tout ça. Donc, comme le détective cherche des indices, le philosophe, il cherche des choses pour mieux éclairer les grandes questions, pour ne pas les laisser justement en jachère, pour que le plaisir d'aller voir du côté des énigmes de la vie nous permette donc de mieux nous comprendre, de mieux nous situer par rapport à la vie. Et je vais vous dire, on l'a un peu oublié dans l'histoire de la philo, mais c'est quoi l'intention de la philosophie? C'est de rendre chacun plus vivant et plus singulièrement vivant. C'est pas de vivre la vie de tous les autres, c'est pas de penser par la pensée de tous les autres, c'est apprendre à vivre sa vie, sa propre vie, le plus singulièrement possible, le plus librement possible, le plus véritablement possible. Vous voyez que cette démarche est une démarche de toute la vie. Mais le philosophe, c'est celui qui s'en donne des moyens. Donc il ne sait pas mieux que les autres, il n'a pas résolu le problème de la vie, mais son boulot, c'est de se coltiner presque tous les jours avec la question, mais qu'est-ce que c'est que vivre? C'est quoi la vie? Qui nous dira le secret d'une vie heureuse? Voilà, le philosophe, c'est ces questions. Il se lève le matin avec ces questions, il se couche le soir avec ces questions, des fois ça l'empêche de dormir, mais ça c'est son problème, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais le problème du philosophe, c'est qu'il est tellement pris par ces questions, que ces questions, c'est comme l'enfant qui veut aller jusqu'au bout de l'énigme et déchiffrer, apprendre à découvrir tous les indices possibles, etc. Je l'ai dit souvent aussi dans des formations, si on veut comprendre ou si on veut donner une image ou une figure au philosophe, il faut se référer à l'inspecteur Colombo. Vous avez déjà entendu parler de l'inspecteur Colombo? Vous avez déjà vu l'inspecteur Colombo? Ou qui n'a jamais vu l'inspecteur Colombo? Même les plus jeunes. Bon, inspecteur Colombo. Pourquoi est-ce que c'est l'image parfaite du philosophe? Tout simplement parce que il est naïf, candide, et au lieu de faire le malin, il fait l'idiot. Ce qui est toujours une preuve d'intelligence. Faire un peu l'idiot. C'est-à-dire ne pas tout de suite se rengorger de ce qu'on croit savoir, ne pas tout de suite faire le malin qui sait tout ou qui croit tout savoir, et qui est un peu, si vous voulez, le problème de notre époque. À notre époque, elle croit tout savoir, mais elle sait plus ce que c'est que croire en ce qu'elle sait. Et si cette petite formule vous intéresse, on y reviendra, parce que ça a des répercussions, par exemple, immédiates et immenses sur la gestion qu'on a aujourd'hui du réchauffement climatique. Donc, un philosophe n'est pas celui qui sait et puis qui donc vient donner et abreuver les gens de son savoir, non, c'est quelqu'un qui se pose des questions parce qu'il y a une énigme à déchiffrer, comme Colombo, il vient sur le terrain de manière un peu naïve, un peu gauche, un peu maladroite. Les philosophes sont tous maladroits. Ils savent pas trop y faire. On verra ça dans le cours d'histoire généalogique de la philosophie. Vous verrez que le personnage le plus maladroit de l'histoire de la philosophie, c'est Monsieur Socrate, par exemple. Socrate, le père de la philosophie, si on veut. C'est un homme qui savait pas y faire. Donc, ce sont des gens toujours un peu décalés, des gens qui savent pas trop comment se situer par rapport à la norme. C'est leur chance, mais c'est aussi leur problème. Le philosophe, il est donc naïf, un peu maladroit, il pose des questions qui ont l'air de rien, mais qui en fait sont des questions qui interrogent. Et si je vous donne déjà un autre aspect que l'on peut trouver chez Monsieur Socrate, c'est, peut-être le savez-vous de votre formation, de vos souvenirs d'école, c'est un homme qui était le fils d'une sage femme et qui a inventé lui-même une philosophie qu'on appelle la maïotique, l'art de faire accoucher les gens de leur vérité singulière. Donc, comme il était le fils d'une sage-femme, il s'est dit, ben moi, il n'a jamais eu d'enfant, Socrate, donc je ne vais pas faire des enfants, mais je vais considérer que tous les gens à qui je m'adresse, tous mes interlocuteurs, c'est comme si j'étais une sage-femme pour eux.
Parce que les gens ont une vérité, mais une vérité qui ne sort pas. Et il anticipe 2000 ans de psychanalyse, parce que quand votre vérité ne sort pas, elle vous encombre. Et elle vous empêche d'aller de l'avant. Et donc les gens sont un peu bloqués dans leur vie parce qu'il y a une vérité singulière que chacun est et qui ne sort pas. Et bien le philosophe, comme Colombo, qui veut faire accoucher chacun des criminels, puisque vous savez que dans la série, on sait qui a tué, on sait comment il a tué, mais on ne sait pas encore comment Colombo va faire accoucher le criminel de son crime, sans employer jamais la moindre violence. Ben c'est ça le philosophe. C'est un sage-femme, un sage-femme, ou une sage-femme si c'est une philosophe. C'est quand même merveilleux qu'il n'y ait pas de mot masculin pour sage-femme, même quand des hommes le deviennent. Un sage ou une sage-femme, celui qui vient accoucher chacun d'une vérité que chacun est, mais qui est une vérité cachée, dissimulée, parfois oubliée. Et ça, c'est ce que fait le philosophe. Et donc, dans le cours Histoire généalogique de la philosophie, je vais essayer de vous montrer comment, depuis l'invention de la philosophie dans l'Antiquité, donc notamment avec M. Socrate, comment on a découvert cet art de la maïeutique, comment permettre à la vérité de se libérer et de libérer en même temps ceux qui, j'allais dire, sont à sa recherche. Et nous allons voir qu'il y a une histoire à la philosophie. Et chaque fois, en fait, qu'il y a eu des seuils ou des moments très importants dans l'histoire de la philosophie, et dans le cours ici, on se consacrera d'abord à l'Antiquité, qui est la période peut-être une des périodes les plus passionnantes dans l'histoire de la philosophie, on verra que chaque philosophe s'est trouvé à un moment donné devant ce que j'appelle de l'impensé. Alors l'impensé, c'est un mot un peu... Ouais, les philosophes aiment bien quand même les mots un peu... de l'impensé. Ça veut dire quoi? C'est que toute période, toute époque de l'histoire a ces modes de pensée qui condamnent cette même époque à ne pas penser, de l'impensé. C'est-à-dire qu'il y a toujours un trou noir ou un point aveugle. Donc on pense les choses telles que tout le monde les pense. Le philosophe est celui qui dit « Oui, mais quand on a fini de penser ce qu'on pense, est-ce qu'il n'est pas possible de penser autrement? Est-ce qu'on ne peut pas sortir du cadre? Est-ce qu'on ne peut pas aller voir ce qu'on n'a pas encore réussi à penser ?» Et vous verrez donc dans la présentation que je vais en faire que toute l'histoire de la philosophie, c'est chaque fois aller découvrir comment des hommes et des femmes ont été devant, presque en butant contre de l'impensé, et comment ils ont fait jaillir une nouvelle pensée, une nouvelle manière de penser. Et la philosophie, elle a avancé chaque fois en sortant donc d'une paralysie où quand on n'arrive plus à penser, on est condamné à subir. Quand on n'arrive plus à penser, on est condamné à subir. Et la démarche qui sera la mienne, ce sera non pas, commencer chronologiquement en vous disant la philosophie, elle est née avec les présocratiques, Thalès, Anaximandre, et puis, d'aligner des mots, des noms et des dates. Non, ce sera de partir de nos impensés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'arrive pas, nous, en 2023, à penser? Qu'est-ce qui nous bloque? Oh, il ne faut pas être, j'allais dire, malin pour se rendre compte que notre époque aujourd'hui est particulièrement bloquée. Eh bien, nous allons essayer de voir comment les blocages qui sont les nôtres et qui amèneraient aujourd'hui une invention d'une pensée nouvelle, eh bien, il y a des similaires dans les périodes passées. Les gens ont été aussi confrontés à des moments où on n'y arrive plus, on ne sait plus comment penser ce qui change. Les mutations paraissent incompréhensibles et on a l'impression que on ne peut plus rien changer à quoi que ce soit. On est condamné dans une sorte de fatalité. Eh bien, à chacun de ces moments, il y a eu des penseurs pour venir dire « Mais oui, on est condamné quand on pense comme ça. Mais si on pense autrement, alors on décoince. Alors on sort des blocages. » Voilà, donc c'est cette démarche dynamique
et généalogique, c'est-à-dire on va aller chercher comment on a déjà pensé des problèmes comme la démocratie, la liberté, l'individualité, enfin, comment est-ce qu'on devient, c'est quoi la vie, c'est quoi l'éthique, la morale, la mort, comment on se réfère à tout ça. On va essayer de repartir dans un trajet donc qui, je l'espère, sera aussi, comment dire, je ne sais pas si les Colombos peuvent être appelés des séries à suspense, mais le fait d'accoucher, quand on sait déjà qui est le criminel, offre une jouissance particulière parce qu'on se demande mais comment est-ce qu'il va arriver à faire cacher la vérité? Eh bien, on va essayer de voir comment les philosophes, on va réussir aussi à leur faire dire une vérité qui peut nous importer. Ça, c'est le cours d'histoire généalogique de la philosophie. Oui? Oui, bien sûr. Mais il a bien fallu que je réfléchisse un petit peu à ce que... Oui, donc si j'ai bien compris, est-ce que la liste des impensés qui fera démarrer le cours pour aller chercher donc dans l'histoire de la philosophie comment on s'est débattu déjà, est-ce que c'est une liste fermée? D'abord non, parce que je pense que les impensés, il y a mille manières en plus de les dire et la liste n'est pas exhaustive. Et donc, c'est aussi l'intérêt, notamment de la reprise, que de venir partager aussi un impensé auquel moi-même j'ai pas pensé. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas... le danger serait que j'ai une sorte de vision de surplomb et une vision presque infaillible de tout ce qui s'est de la pensée et de l'impensé, ce qui n'est évidemment pas le cas. Donc c'est là, évidemment, que le cours est, je ne vais pas le dire maintenant ou l'appeler du nom de prétexte, mais il est quoi? Une autorisation à vous donner de penser à votre tour. C'est ça. Un bon cours, c'est quand vous vous sentez autorisé de rentrer vous-même dans la démarche et d'apporter votre petite ou grosse pierre. Et c'est ça donc l'idée d'avoir une reprise après le cours, c'est pour que je me taise et que vous parliez. Donc pendant le cours, j'aurai beaucoup parlé, comme je le fais maintenant. Vous aurez posé des questions, mais j'aurai pas l'occasion de vous laisser reprendre le cours parce que vous avez cette possibilité qui est une possibilité que chacun a, même quand on n'a jamais fait de philosophie, que de rentrer dans le jeu du philosophe détective. Je vais le dire comme on le dit en français, la reprise, c'est pour que vous vous preniez au jeu de la philosophie. Que vous vous disiez, mais moi aussi je pense des choses, mais j'ai aussi lu des choses, moi aussi je m'intéresse à l'actualité, pour moi aussi la liberté, c'est pas un sujet étranger. J'en pense des choses. Et si le cours est bien donné, c'est un cours qui vous permettra de clarifier certaines choses, qui vous permettront aussi de vous donner quelques mots. Moi, je crois fondamentalement qu'un enseignement est un prête-mot. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme tout le monde pense, et comme tout le monde vit, comme tout le monde est en rapport à la liberté, à l'amour, à la mort, à la souffrance, à la réjouissance, et que tout le monde en pense quelque chose, tout le monde est philosophe. Mais quand on doit expliquer ça, quand on doit dire à quelqu'un la conception qu'on a, par exemple, de la liberté, on se rend compte que quand on n'a pas eu les moyens de la philosophie, c'est pas toujours évident de le dire. C'est-à-dire de trouver les mots. Et les mots, c'est le cours qui vous les prêtera. Donc moi, je vais vous dire des mots, et on pourrait encore dire ces choses-là autrement, mais je vais dire des mots qui, moi, me semblent justes, ou en tout cas dotés d'une certaine signifiance, en vous nourrissant donc par mes discours quelque chose de l'ordre d'un vocabulaire, ça permet à certains de se dire ah mais oui, voilà une manière de dire ce que je sais, mais j'arrivais pas à le dire et j'arrivais même pas à me le dire à moi. J'ai fait plusieurs fois l'expérience, hein, après une formation, les gens reviennent en disant vous avez mis des mots sur ce que je pensais. Mais moi, je n'aurais pas nécessairement tout seul ou toute seule trouvé ces mots-là. Vous me les avez prêtés. Et je dis bien que c'est un prêt, parce que ces mots ne sont pas, je n'en suis pas le propriétaire. Ces mots, c'est pour vous permettre, vous, de continuer la réflexion. Donc, après ce cours donc l'histoire généalogique de la philosophie,
il y aura une reprise, et chacun des cours donc aura cette même reprise, une matinée. Vous avez les détails donc à la page 117 du catalogue des formations, qui donc sont des matinées. Vous avez les dates qui suivent donc chacun des cours et qui permettront donc de vous laisser et de vous donner la parole pour à la fois les questions qui restent en suspens, les réflexions que le cours a suscitées en vous et que vous avez envie de partager, pour une demande d'approfondissement ou pour un apport de vous, parce que chacun ici a peut-être une formation, peut-être des connaissances, peut-être des lectures, et viendra dire, ah oui, mais sur le sujet qu'on a vu là au cours, eh bien moi j'ai un auteur, j'ai lu ça, et ça vaudrait la peine que tout le monde sache au moins que ça existe. Et ben voilà ce que va permettre cette matinée de reprise. Et donc l'idée vraiment, mais j'espère maintenant que vous l'avez comprise, c'est qu'il faut un délai entre le moment où on entend un enseignement et le délai où on se l'approprie, comme quand on métabolise de la nourriture. Il faut donc, pour le dire autrement, il faut un petit temps de digestion. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que, certes, si je dis à un cours, mais maintenant, vous pouvez poser vos questions. D'abord, ce sont toujours les mêmes qui posent des questions. C'est ceux qui osent. Et puis, il y a dans tout auditoire ou dans toute salle de cours, il y a des gens qui, comme moi, quand j'étais étudiant, n'osaient pas poser de questions. Parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais le dire? Comment, c'est pas encore très clair dans ma tête. Je vais bafouiller quelque chose, le prof va se moquer de moi, les autres aussi. Donc, Et puis, ça, c'est des raisons un peu psycho, machin, qui sont pas très, très machin. Mais ça existe. Et puis après, il y a plus intelligemment, quand on entend un cours, il y a des gens qui, comme moi, ont besoin de voir ce qui importe dans ce qui a été dit. Et pour ça, il faut laisser un peu de temps de décantation pour aller voir, tiens, qu'est-ce que je retiens? Et c'est malheureusement ce qu'on ne fait pas toujours après un cours. C'est-à-dire qu'on reçoit des formations comme on reçoit des actualités tous les jours, et tout tombe de la même manière tout le temps dans nos oreilles. Mais comprendre et réfléchir, c'est discerner ce qui m'importe et faire cette hiérarchie d'importance par rapport à un cours, c'est aussi essentiel. Et donc cette reprise, c'est aussi pour permettre à ceux qui le souhaiteront de venir dire, bien moi, dans ce que j'ai entendu et dans la manière que je la comprends, voilà ce qui importe. Et ça permettra de faire un autre paysage de chacun de ces cours pour dire, mais voilà, ça c'est des choses qui importent et qui mériteraient donc qu'on continue à y réfléchir. Parce que je vous assure que l'intérêt alors d'une reprise comme celle-là, c'est qu'elle donne matière à plein de prolongements possibles. Soit parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais c'était trop court une reprise d'une demi-journée, et pourquoi pas inventer quelque chose qui pourrait se reprendre. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais ce serait intéressant qu'il y ait un cours l'année prochaine sur tel aspect parce que ça mérite qu'on y revienne. Il y en a d'autres qui vont dire, ah oui, mais moi j'ai des lectures à proposer, on fait un échange d'informations. Plein de choses sont rendues possibles par cette matinée de reprise. Je vous laisserai donc, si vous avez des questions sur la reprise, je vais encore dire 3 mots. J'ai encore je ne vais pas essayer de les épuiser. Donc, premier cours, histoire généalogique de la philosophie, mais c'était surtout pour vous dire c'est quoi la philosophie. Donc, l'art du détective et donc à la manière de Colombo, vous pensez à Socrate. Il y aura un autre cours, donc, en philosophie de 8 séances que je vais donner avec le titre « Comprendre notre époque ». Un philosophe n'est pas quelqu'un qui se pose des questions, j'allais dire uniquement des questions métaphysiques et transcendantales, c'est quelqu'un qui a un souci pour les gens, les hommes et les femmes avec qui il vit, donc qui sont ses contemporains. Donc un philosophe, c'est tout sauf quelqu'un qui se réfugie dans, j'allais dire, dans sa thébaïde, dans son pensoir et qui se désintéresserait de la marche du monde ou de l'actualité. Un vrai philosophe est quelqu'un
qui cherche à comprendre le moment où il est pour aider chacun à mieux se situer par rapport à l'actualité ou au moment. Quand on parle de notre époque, c'est presque évident que de dire cette époque devient presque incompréhensible tellement elle est en mutation profonde. Ça, c'est déjà presque une sorte de présupposition que j'aurais à vous justifier. Pourquoi notre époque? Parce que vous pourriez dire, oh, mais toutes les époques, oui, certes, mais notre époque, grosso modo, donc, le temps qui va depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui, est un temps de mutation comme il y en a eu peu dans l'histoire, et qui chamboule tout, tout. Et dans ce chamboulement de tout, il devient de plus en plus difficile de savoir où on en est. Et quand on ne sait pas où on en est, c'est difficile de savoir où on va. Et on voit bien qu'aujourd'hui, tout est en train de vaciller, avec évidemment alors des tentations. Il y a les tentations réactionnaires qui consistent à dire bah, notre époque, elle devient n'importe quoi, c'était mieux avant, ou on va essayer de faire que ce soit comme avant, ce que j'appelle la tentation réactionnaire. Il y a la tentation, j'allais dire, ben, on ne sait pas et on fonce. Oui, mais on peut foncer dans un mur aussi. Et puis il y a surtout malheureusement la tentation de ce que j'appelle la tentation du spectateur désabusé. C'est-à-dire, on assiste à de tels bouleversements qui sont de plus en plus difficiles à comprendre qu'on se dit, restons sur le balcon, contemplons la catastrophe, mais après nous le déluge. Et ça, me semble-t-il, c'est là que vous pouvez situer aussi tous les scepticismes, les complotismes, on va réfléchir à tout ça. Pourquoi notre époque rend-elle aussi compliqué le partage et l'échange entre nous, j'allais dire, en esprit de vérité, de raison et de raisonnement? Pourquoi assiste-t-on à une telle hystérie des débats? Donc, comprendre notre époque est, me semble-t-il, plus qu'urgent, nécessaire. Et c'est l'art de la philosophie qui n'est pas la seule. Vous pouvez demander à un géopoliticien, un géopolitologue ou à un politicien, vous pouvez demander à, je ne sais pas moi, à n'importe qui de dire mais comment est-ce que tu vois l'époque? Mais le travail du philosophe, c'est d'essayer de comprendre à fond le moment dans lequel il vit, même si ce moment est tellement difficile à comprendre qu'on ne fera évidemment qu'émettre toute une série d'hypothèses, mais donc on va essayer de les évaluer. Est-ce que c'est vrai que le monde va vers... est-ce qu'on vit une mutation ou pas? Est-ce qu'on vit une fin de quelque chose? Est-ce qu'on vit la naissance? Mais naissance de quoi? Est-ce qu'il y a un avenir pour tout ça? Ou est-ce qu'on va vers le chaos? Toutes ces questions, on va essayer de se les poser avec quelques auteurs, auteurs du 19e, mais aussi auteurs de maintenant, bien entendu, qui réfléchissent à essayer de comprendre notre époque. Voilà les deux cours de philosophie. Et donc, en théologie, un cours de 10 séances à nouveau, qui s'intitule Marc ou l'anti-évangile. Il y a 4 évangiles, comme vous le savez, et mon préféré, c'est celui de Marc. Parce que c'est le plus court? Non. Il est court, certes, mais il est maus costaud. C'est un évangile qui a comme singularité déjà d'être non seulement le premier rédigé des 4, mais ce n'est pas seulement le premier des 4 évangiles, c'est l'invention d'un genre littéraire qui s'appelle évangile, parce que jusque-là, dans l'histoire de l'humanité et de la littérature, jamais personne n'avait écrit ce qu'il a, lui, appelé un évangile. Donc, quand vous lisez Marc, vous lisez l'invention d'un genre littéraire. Sauf que le mot évangile, evangelion en grec, qui veut dire heureuse annonce, bonne nouvelle, équivalent, dans son équivalent latin evangelium, eh bien, ce mot existait justement employé à l'époque romaine, qui est celle de Marc, et Marc s'adresse à des Romains, quand, au début de l'Empire romain, on veut proclamer publiquement par les héros publics, héros, R-A-U-T, quand on proclame les victoires de l'empereur, eh bien, on les appelle ces proclamations des évangiles. Ce sont littéralement des bonnes nouvelles adressées, oyez, oyez,
On arrive dans une ville et on dit, grâce à Jupiter, à machin, etc., l'empereur Tibère a vaincu les Parthes. Ah, bonne nouvelle. Et tout le monde se réjouit, comme aujourd'hui, dans des guerres qui malheureusement agitent une partie de l'Europe et ailleurs, toutes les proclamations de prise d'un village deviennent des évangiles pour le camp qui réussit à regagner ou à reconquérir du terrain. Marc connaît le mot évangile. Et comme il s'adresse à des Romains, il va reprendre ce mot pour qualifier l'histoire de ce monsieur qui s'appelle Jésus de Nazareth, en disant, ça c'est un évangile, mais c'est un évangile qui n'est pas l'évangile de la proclamation publique d'une victoire de la volonté de puissance de l'empereur romain. C'est l'évangile comme proclamation de la faiblesse d'un homme qui n'avait aucun pouvoir et qui a refusé tout pouvoir. Et Marc, en faisant ce choix de reprendre un mot connoté en termes de, j'allais dire, de publicité, de victoire, d'éclat, de puissance, de pouvoir, d'empire, en reprenant ce mot, lui fait servir un tout autre sens. Quand on lit l'évangile de Marc, on lit l'évangile d'un homme qui a été mis à mort dans l'impuissance radicale. Et Marc a le toupet de dire que ça, c'est la seule bonne nouvelle qui est une vraie bonne nouvelle. Donc, les hommes et les femmes de tous les temps n'aiment que les bonnes nouvelles qui concernent la victoire, l'éclat, la grandeur, et Marc a le toupet, la folie, le scandale de dire non, les vraies bonnes nouvelles, c'est celle d'une défaite. La défaite d'un homme sur une croix. Voilà, je viens de vous dire, en laissant en suspens ce qu'on peut penser de ça, je viens de vous dire à quel point ce que nous avons oublié après 2000 ans de christianisme, c'est le caractère fou et scandaleux de l'évangile de Marc. Parce que pour nous, malheureusement, il fait partie de la vie de Jésus, dont nous connaissons l'histoire et dont nous peut-être reconnaissons comme ses disciples 2000 ans après, sans nécessairement plus avoir à l'esprit que celui qui veut se dire le disciple de Jésus de Nazareth doit se dire le disciple d'une bonne nouvelle contradictoire et paradoxale. Et comprendre ça, ça permet de relire complètement différemment l'évangile de Marc, parce que ce que j'aurais à vous montrer, c'est que cette intention de Marc lui a fait choisir un style d'écriture, lui a fait choisir une manière de raconter, une manière de choisir aussi ce qu'il raconte, dans le seul but de vous proposer un anti-évangile. Et donc là, ça, je vous assure, ça change diamétralement la lecture classique, traditionnelle, de catéchisme, si vous voulez, que l'on a de cet évangile, qui est génial. Après ce cours, il y aura, comme pour le cours d'histoire généalogique de la philosophie, et ça méritera vraiment, pas plus encore, mais autant le bénéfice d'avoir une reprise, parce que c'est inépuisable l'évangile de Marc, et que donc il y aura sûrement matière à des découvertes qui vous feront dire, ah oui, mais moi j'ai... Allez, il faut encore qu'on précise ça, il faut qu'on éclaire ça. Oui, mais il a dit ça au cours, mais j'ai lu un autre passage parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Et est-ce que ça vaut aussi là? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce que Colin a dit et... Donc, manière aussi de reprendre une partie des choses qui auront été partagées. Et puis le dernier, je termine. Le dernier cours, donc, toujours en théologie, c'est le christianisme est-il politique? Donc, vous constaterez, il y a deux cours, un en philo et en théologie de 10 séances, qui sont des cours un peu, je ne vais pas dire de fondamentaux, mais de travail. Et puis il y a deux cours, comprendre notre époque, et puis le christianisme est-il politique, qui sont plus d'actualité, si on veut. Et la question que je me suis posée en vous proposant ce cours, c'est, y a-t-il une possibilité de tirer une quelconque politique du christianisme? Alors, classiquement et traditionnellement, il y a eu des partis, en Belgique c'est sûr, il y a eu des partis qui se sont appelés des partis chrétiens. En quoi étaient-ils chrétiens? La question pourrait se poser. Et pourquoi ne le sont-ils plus aujourd'hui? La question est aussi intéressante. Mais est-ce qu'il est possible de qualifier une politique et un parti de chrétiens? Il faut donc réinterroger le lien entre christianisme et politique.
est-ce que le message de Jésus de Nazareth est ou a des connotations ou des développements ou des conséquences politiques? Quand je dis politique, le cours ne s'intéressera pas seulement à la dimension, j'allais dire, de la politique politicienne. La politique, je l'entendrai comme l'art, je vais dire, à la fois du gouvernement et l'art aussi d'être les uns et les autres comme des citoyens dans un régime qui est chez nous la démocratie, et donc qui aura nécessairement à se demander, mais est-ce que le christianisme aide à comprendre ou éventuellement à mieux faire vivre une démocratie? Ou est-ce qu'elle est, le christianisme peut être d'abord totalement autocratique? Pourquoi trouverait-on dans l'évangile des choses qui viendraient nourrir le débat démocratique? Est-ce que c'est envisageable? Puis il y a toutes les questions politiques qui sont les questions aujourd'hui d'écologie, d'économie, etc. Est-ce qu'il y a une pensée écologique dans le christianisme? Certains le disent, certains le prétendent, y compris même le pape, mais ça mériterait qu'on interroge un peu autrement le lien entre christianisme et écologie. Donc, toutes les questions qui nous agitent quant au vivre ensemble, comme on dit, nous chercherons à voir s'il y a quelque chose du christianisme qui peut contribuer au débat public sur les considérations et les questions sociales. Voilà. Et donc, il y aura aussi, vous l'aurez compris maintenant, ah oui, mais j'avais encore à parler du jeune bac, mais ça va, bon, vous aurez compris, 4 prises, maintenant Butchenbach. Et Laurence ajoutera des éléments probablement pratiques ou d'autres. Dans échange et réflexion, l'idée donc de laisser les cours reposer et puis une manière donc de les reprendre, et puis aussi des séjours résidentiels ou un séjour résidentiel dont nous avons connu l'année dernière. Quand je dis l'année dernière, c'est l'année scolaire ou académique dernière, donc au mois de mai ou juin, on était en juin. Nous avons vécu une expérience qui est, après l'expérience 0, l'expérience 1 de séjour, échange et réflexion dans un hôtel à Butchenbach, donc en Oost-Belgien, comme il faut dire maintenant, donc en Belgique germanophone, où nous avons eu la chance d'abord de vivre quoi? Bien du résidentiel, c'est-à-dire 2 nuits, 3 jours, 2 nuits, un temps qui évidemment se vit ailleurs et autrement que chez soi, et où on a surtout le temps de prolonger la réflexion, on a le temps de se partager des choses, on a le temps de s'écouter, on a le temps aussi de vivre des moments de détente, des moments au repas, qui sont en plus délicieux. Donc, ça, bon, donc ceux qui n'étaient pas, c'est un drame, parce donc il faut absolument vous inscrire à celui qui a lieu au mois de juin. C'est un très bel hôtel, dans une très belle région, et on y mange très très bien, n'est-ce pas? Ah oui, là, il n'y a pas. Si je dis qu'on y mange même trop bien, c'est pour dire à quel point c'était vraiment un accueil aux petits soins, et c'était vraiment un contexte, pour le coup, de grand confort, mais vraiment dans le sens plaisant du terme, c'est-à-dire c'est quand même bien d'avoir une formule qui permet d'aller faire un peu de philosophie au vert, comme je dis, et de le faire dans un cadre aussi stimulant que celui-là, avec un accueil vraiment très très chaleureux. Vous découvrirez que l'Os Belgian, ce sont des Belges un peu différents, mais des Belges très chaleureux, et que donc là, toutes les conditions ont été mises au mois de juin, et le seront encore l'année prochaine, puisqu'on retourne au même endroit, pour faire de ce séminaire résidentiel quelque chose de très plaisant. Ici, en juin, c'était échange et réflexion autour de la question penser à vivre, donc sur les thèmes fondamentaux d'une philosophie existentielle de la vie. Et j'ai animé ça, accompagné d'un philosophe qui est formateur ici à l'UDA depuis peu et que vous connaissez peut-être de nom et de renom, Jean-Michel Longniot, qui est donc venu une soirée et une journée pour échanger, partager sur cette question de penser à vivre. Et donc, dans l'idée de Laurence et de moi-même, c'était l'idée de refaire un autre duo, une autre paire, dans un thème qui lierait toujours une réflexion de type philosophique à une autre dimension de la vie de l'esprit. Et l'année prochaine, ce sera
alors là, pour le coup, c'est le sommet de la vie de l'esprit, c'est la musique. La musique. Je pense que j'ai écrit oui, j'ai rappelé le mot de ce philosophe Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, fin du 19e, qui disait « Faire ou écouter de la musique, c'est philosopher sans le savoir ». La musique, quand vous l'entendez, elle vous fait participer à quelque chose qui n'est pas un savoir de thème, de concept, de mots, mais elle vous fait participer à une sorte de savoir principiel, comme disent les philosophes, c'est-à-dire un savoir de la vie elle-même. Et on se trouve en consonance, où la musique, c'est ce qui s'accorde à nous pour aussi tirer de nous quelque chose, une sorte de quoi? Peut-être d'harmonie, en tout cas une certaine forme de justesse, de rapport juste accordé à la vie. Et ça, si vous êtes mélomane, vous le savez d'expérience. Si vous n'êtes pas tellement mélomane, et je sais qu'il y en a qui se disent, mais j'ai jamais eu une possibilité peut-être d'entendre la musique, disons ce qu'on appelait la grande musique, la musique classique différemment. Eh ben, ici, vous aurez la chance parce que vous aurez le roi des musicologues, je ne sais pas si c'est le musicologue des rois, mais c'est le roi des musicologues, et c'est Jean-Marc Onkelings qui est venu présenter son cours ce matin. Et donc avec Jean-Marc Onkelings et moi-même, nous allons donc pendant 3 jours réfléchir à quoi? S'il fallait prendre une notion qui définit la musique et une notion, la même, qui est la question philosophique par excellence, c'est la notion du temps. Eh bien, nous réfléchirons à la notion de temps, mais réfléchir, c'est une chose. Nous allons surtout entendre comment la musique, j'allais dire, fait du temps son matériau et comment elle change aussi des perspectives sur le temps. Et nous verrons d'ailleurs que le temps d'un hymne grégorien n'est pas le temps de Schubert, et le temps de Schubert n'est pas tout à fait le temps d'Olivier Messiaen, ou que le temps de Bruckner n'est pas celui de Beethoven. Que chaque philosophe chaque musicien, pardon, situé à un moment donné de l'histoire, avait une conception propre du temps qu'il a mis en musique. Jean-Marc sera là pour vous faire entendre ça en musique, et moi je serai là pour vous le décoder verbalement, c'est-à-dire vous dire voilà à quoi cette musique fait entendre une forme de temps. Et dans l'idée, évidemment, à nouveau, hein, il faut que ce soit existentiel, c'est pas juste pour se faire de la culture générale. L'idée, c'est que vous découvriez peut-être, dans une époque comme la nôtre, qui court après le temps et qui dit n'avoir plus le temps, et vous allez découvrir qu'il y a, pour vivre, une obligation de prendre le temps, mais de ne pas prendre n'importe quel temps. Et si cette énigme vous tripote, et que vous avez envie de vivre ça dans un cadre magnifique et en musique, eh bien, venez vous inscrire. Et Laurence, tu as peut-être quelques précisions à donner. Moi, j'ai fini. Parce que je pense que tu as tout dit pour vous donner envie, enfin j'espère. Donc c'est vrai que c'était un projet qui nous tient à cœur parce que il est né un peu avant le Covid. On se disait c'est bien d'avoir des cours, mais c'est bien d'avoir du temps pour se retrouver, se mettre au vert et pourquoi pas au lieu de partir en voyage loin, voyager chez nous mais aussi s'extraire et se mettre dans une dynamique où on se retire de son quotidien, de ses obligations. Et c'est un peu ça que j'ai envie de rajouter, c'est cet espace qu'on s'accorde pour penser à soi aussi. Donc, ce sont des thèmes qui... C'est pour ça que l'hôtel était important aussi dans le choix. C'est un hôtel tout confort, avec un espace bien-être. Tu n'en as pas parlé, mais il fait partie de cette recherche qu'on a menée, de se dire bah, c'est important de prendre soin de soi, de son esprit. Et dans cette réflexion-là, eh bien, ce sont des thèmes évidemment qui doivent se prêter à ce type de démarche. Et je dois dire, la première expérience à Butkenbach, qui était celle de l'année dernière, avant c'était Ronchine, a été merveilleuse parce qu'on a eu un climat en plus exceptionnel, mais une ambiance exceptionnelle. Et on s'est dit, on peut pas ne pas renouveler l'expérience. Et voilà, chose faite. Il y a déjà une dizaine de participants. Il n'y aura pas beaucoup de place parce qu'on veut une certaine intimité. Et c'est vrai que pour permettre l'échange, on n'en a pas parlé, mais c'est l'idée de se retrouver
pas dans des grands groupes de 100 personnes. Donc, c'est vraiment de restreindre le groupe pour que l'échange puisse avoir lieu, mais pas être trop petit non plus pour qu'on puisse créer une dynamique de réflexion. Donc, je crois que c'est ça que on a mis en place et à travers échange et réflexion, c'est ça aussi qu'on a voulu, que ce soit à travers des cours, comme tu viens de le dire, et des reprises, ou alors un séjour qui permet vraiment d'aller encore plus loin dans cette démarche. Et là, je vais venir avec un troisième thème, mais on va d'abord faire une petite pause de 5 bonnes minutes. J'espère qu'on vous retrouverait dans l'auditoire après pour écouter la dernière intervention. Mais je voudrais d'abord Il n'y avait pas de questions. voir s'il n'y a pas des questions dans la salle ou en ligne. Je ne sais pas si Thomas, tu as des messages qui apparaissent ou non, rien en ligne pour leur donner une fois la priorité. Alors ici, est-ce que dans l'auditoire, il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à Dominique? Non, pas à ce stade. Oui, madame. Oui. Ah, non, 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 ah, non, 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 pardon. Donc, il est nécessaire de s'inscrire au cours pour participer aux reprises, les reprises du matin. Mais le Butchenbach, c'est... Ça n'a rien à voir avec les cours de ça n'a Dominique. rien à voir avec les Donc, cours. c'est indépendant. C'est vraiment un thème qui va être approfondi lors des échanges qui sont construits à Butchenbach. Par contre, les matinées de reprise, vous avez besoin d'avoir suivi le cours pour faire ce qu'on appelle la reprise, puisque Oui, mais c'est c'est important de de le spécifier, tout à fait. Monsieur. Alors, la question est, pour la reprise, je répète pour les gens en ligne, hein, est-ce que c'est un travail de groupe ou je te laisse Alors, répondre. donc ça se fera un peu. Il y a eu les ateliers d'été qui se sont faits fin juin. Donc l'idée, c'est qu'après le cours, ceux qui le souhaitent, et donc en fonction aussi du nombre, moi je suis là comme animateur, c'est-à-dire pour lancer une première question ou une petite animation qui permet à chacun de se redire, ah oui, le cours c'était sur ça, hein. Et puis c'est de laisser les participants de la reprise amener ce qui leur semble bon en termes de questions, d'approfondissement, de réflexion, etc. Donc c'est pour inverser, si vous voulez, le modèle dont je vous ai dit, ben, le cours, il est nécessairement monologique et la reprise, elle est nécessairement dialogique, dialogale, dialogante. Et je pourrais dire qu'une reprise, elle sera comme une auberge espagnole. On ne repart qu'avec ce qu'on est venu partager soi-même. Voilà. Mais c'est surtout pour que des gens se disent, j'ai une frustration de ne pas avoir pu, après le cours, soit partager une difficulté ou une question, ou quelque chose qui m'a travaillé, que j'ai envie de venir partager, ou une demande d'approfondissement, ou un appel à l'équipe. Et je vais dire, la réussite de ce genre de choses, je l'ai vu ici à Louvain-la-Neuve, l'atelier d'été, c'est quand ce n'est même plus à moi qu'on pose une question, mais c'est les participants qui j'allais dire, renvoient la balle au dialogue entre eux. Donc ça veut dire que les gens s'approprient la matière et qu'il y a une dynamique différente. Mais elle peut être tout à fait différente en fonction du nombre, elle peut être aussi différente en fonction de ce que les gens amènent. J'ai eu les ateliers d'été donc à Louvain-la-Neuve, à Bruxelles, ça n'était pas tout à fait dans le même style. Et le plus important, c'est aussi de se souvenir que cette reprise, moi, je la laisse délibérément assez libre en termes, comment dire ça, de démarche, même si je ne la laisse pas, évidemment, moi, ma responsabilité, c'est qu'elle reste dynamique. Donc, je ne vais pas attendre que les gens parlent, et si vous n'avez rien à dire, ben, je vous relancerai pour qu'on réfléchisse sur un point, etc. Et ça reste, je l'ai dit et je le redis parce que c'est très important, parce qu'il y a une dimension d'évaluation de votre part, ça reste une expérimentation. Même si on l'a déjà un peu Oui, expérimenté jusqu'à présent, comme tu dis, il y a eu l'été c'est déjà une première expérience qui a été très positive, mais c'est vrai que le programme, on le prépare longtemps à l'avance, donc on a d'emblée misé sur le fait qu'il y a une attente de la part du public de l'UDA de pouvoir reprendre et digérer. Moi, j'aime bien le terme digérer, vraiment digérer ces notions et pouvoir les intégrer et revenir avec des idées. Et alors, ce jeu, il est essentiel, je trouve, dans un contexte tel que celui de l'UDA. Voilà. Je crois qu'on arrive tout, à moins qu'il y ait encore une question, parce qu'alors il y a encore oui. Madame, et puis
Alors, la question est, est-ce que les cours du premier quadrimestre sont plutôt ex cathedra? Je te Mais laisse répondre. pour ma part, plutôt, oui. Je sais que c'est quelque chose qui est justement, c'est pour ça qu'il y a cette dimension de reprise qui est proposée. Parce que dans les évaluations que j'ai reçues des cours que j'ai donnés, de fait, euh, moi, quand je donne un cours, c'est parce que j'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai quelque chose à vous dire, en fait. Pas parce que je sais, mais parce que j'ai travaillé un peu en amont que vous, ce qui est normal, et dans les matières qui sont les miennes, c'est-à-dire des matières dans lesquelles moi je travaille tout le temps. Donc qu'est-ce que veut faire le transmetteur? Il a envie de vous dire, ah, de vous-même, vous ne vous seriez peut-être pas penché sur la question de savoir pourquoi Marc est un anti-évangile. Ben moi, j'ai travaillé ça. Je me suis coltiné l'évangile, j'ai essayé de comprendre. Voilà. Eh bien, moi, je viens vous le dire. Et le nombre de séances est un nombre ici toujours un peu frustrant. Parce que quand on aura fait 10 séances sur l'évangile de Marc comme anti-évangile, on découvrira probablement qu'on est qu'au tiers de l'évangile. Et donc, j'aurais pourtant beaucoup parlé. Et j'aurais laissé, ça c'est ma responsabilité d'enseignant, un cours, il y a d'abord les questions de compréhension immédiate ou de mots que j'utiliserai que vous ne comprenez pas, ça vous êtes toujours autorisé et même c'est même une obligation. Il faut dire ça je comprends pas pour ne pas bloquer. Et tout ce qui est ah oui mais moi ça me fait penser à ça, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de, etc. Ça malheureusement c'est difficile de l'intégrer dans le cours. En tout cas ça c'est, je ne peux parler que pour moi. Je suis sûr qu'il y a des formateurs qui font des formations qui sont d'emblée absolument interactives. Mais mon style et ce que j'estime être le plus juste en termes de aussi de comment dire ça, d'honnêteté et de responsabilité envers vous, c'est vous partager des choses que j'ai travaillées et puis on les reprend plus tard et c'est vous qui parlez. Oui, 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 oui. Donc les 4 cours, les 2 en philo et les 2 en la seule différence, c'est que par exemple, le cours sur l'évangile de Marc, ben, c'est un cours où nous allons lire des passages. Donc ça, le travail de lecture, c'est déjà un autre travail que d'apporter des notions. Là, on aura tous les yeux sur le texte et ça permet à quelqu'un, évidemment, de dire, et ça c'est tout à fait possible, bien sûr, et c'est même souhaitable, si quelqu'un dit, ah oui, mais là, on pourrait lire, enfin, il y a tel mot qui a peut-être de l'importance, mais évidemment, les participants sont plus qu'encouragés à dire aussi comment ils lisent